Voilà, eh bien, mesdames, messieurs, merci beaucoup de nous avoir rejoints au Salon Habitat, au Salon de la copropriété. Je pense déjà au salon qui a lieu à Liège la semaine prochaine et qui est le Salon Habitat auquel nous avons participé pendant de nombreuses années. Mais c'est intéressant que vous soyez présents aujourd'hui au Salon de la copropriété, non seulement évidemment pour visiter celui-ci, prendre connaissance de tous les services, les opportunités, les possibilités qu'il y a pour les copropriétés, mais également pour vous, pour participer à un certain nombre d'exposés, de conférences susceptibles de vous aider dans la gestion de vos copropriétés. Alors, mon exposé va porter sur le choix d'un bon syndic et un certain nombre, évidemment, de conseils à vous donner en la matière. Alors, mon exposé va se faire autour d'un certain nombre de points. Et le premier, c'est bien entendu de vous dire que dans toute copropriété, il faut un syndic. Souvent, j'ai des interpellations de personnes, de membres du syndicat national des propriétaires, des copropriétaires, qui me disent « Est-ce qu'il faut un syndic ?» Ben oui, c'est l'essence même de la copropriété, il faut un syndic. Pourquoi? Parce que je ne vais pas commencer à vous refaire aujourd'hui un exposé sur l'ensemble des organes d'une copropriété, partant de l'Assemblée générale qui est le pouvoir souverain, du conseil de copropriété, du commissaire aux comptes, mais il y a également le syndic. Le syndic, c'est lui qui va être durant l'année le gestionnaire de la copropriété. Mais chose également importante, c'est le syndic qui, le cas échéant, va être l'interlocuteur des tiers à la copropriété. Et la loi d'ailleurs prévoit expressément que le syndic, quel qu'il soit, copropriétaire ou professionnel, doit dans le hall d'entrée de l'immeuble ou en dessous des sonnettes mettre une petite plaque qui dit qui est le syndic et qui donne ses coordonnées. Et cela doit permettre, par exemple, aux autorités communales, cela doit permettre, par exemple, au syndic de l'immeuble voisin, cela doit permettre peut-être à un tiers, quel qu'il soit, de pouvoir entrer en contact avec la copropriété et de savoir qui va être son interlocuteur avec ses coordonnées. Et pas le cas échéant de devoir commencer à sonner à toutes les sonnettes de l'immeuble pour dire « Est-ce que vous savez qui est le syndic ?» Bien. Donc le premier point, c'est à toute copropriété, il faut un syndic. Certains me diront « Oui, mais nous sommes un petit immeuble, nous sommes 3 copropriétaires, nous nous entendons fort bien et on fait ça en commun. » Mais non, il n'y a rien à faire. Il faut qu'à un moment donné, officiellement, il y en a un qui soit désigné comme syndic. Et ce notamment parce que le syndic doit être enregistré auprès de la Banque Carrefour des entreprises, de nouveau dans un souci d'identification, qu'il soit professionnel ou non. Mais vous savez également aujourd'hui que les banques sont de plus en plus difficiles, notamment à cause de toute une série de législations en matière de blanchiment et autres. Et donc aujourd'hui, les banques, lorsque l'on va ouvrir un compte pour une copropriété, elles demandent à savoir qui est le syndic. Et on va vous demander aussi un PV d'Assemblée générale qui dit bien que monsieur ou madame une telle ont été désignés comme syndic. Alors venir dire que les 3 copropriétaires sont syndics, ça, la banque, elle ne va pas comprendre. Ça devient un peu compliqué pour elle puisqu'on lui dit qu'il y a un syndic et pas 3. Donc, nécessairement, il faut à un moment donné que vous désigniez quelqu'un pour occuper cette fonction. Peu importe que derrière cela, vous vous entendiez fort bien et que vous vous réunissiez, je dirais, tous les mois, voire tous les 3 ou 4 mois, voire 2 fois par an ou 1 fois par an, pour régler la vie de la copropriété en parfaite et bonne entente. Donc ça, c'est le premier point. Il faut, à toute copropriété, un syndic. Le point 2, c'est de savoir qui peut être le syndic. Bien. Alors là, il y a 2 possibilités. Ou bien c'est un copropriétaire, un de vous, qui est disposé à le faire, pourquoi pas. C'est ce qui est recommandé évidemment dans les petites copropriétés. Pourquoi? Parce que généralement il le fera bénévolement, donc il n'y a pas de coût à ce sujet. Donc un copropriétaire. Et l'autre possibilité, c'est un syndic professionnel. Alors le syndic professionnel, ça peut être qui?
Ça peut être un comptable, un avocat, un architecte, un géomètre, donc toutes des professions qui sont reconnues par un ordre professionnel, avec une discipline professionnelle, mais également, principalement, vous allez retrouver au niveau des syndics professionnels des agents immobiliers agréés IPI. Voilà. Et donc, si à un moment donné, vous allez vers un professionnel plutôt IPI, ce que je vous conseille de faire, évidemment, c'est d'aller voir, notamment sur le site de l'IPI, si cette personne est bien reprise, d'autant plus si elle se présente comme telle, si elle est bien reprise comme agent IPI avec un numéro. En sachant qu'aujourd'hui, et ça c'est important à savoir, ne peuvent être agréés comme agents IPI que des personnes physiques. Donc si vous avez un candidat syndic professionnel qui se dit agent immobilier, qui vous dit « je travaille sous le nom de SA Immo Dupont », ben, il faudra plutôt aller voir à Dupont avec le prénom du monsieur pour le retrouver comme agent immobilier, parce que c'est lui qui est un agent immobilier et agréé avec un numéro, donne la possibilité à cette société d'être votre syndic. Et d'ailleurs, lorsque vous le désignerez comme syndic, si vous le retenez, eh bien, en fait, c'est lui personnellement que vous devez désigner, mais travaillant dans le cadre de la société SA immobilière Dupont. Bien. Alors, le tout maintenant est de se dire, oui, mais va-t-on prendre un professionnel ou un copropriétaire? Je vous l'ai dit, un des arguments choc au niveau du copropriétaire, c'est que normalement, il va faire ça gratuitement. Il devrait pouvoir le faire gratuitement. Mais ce n'est pas parce qu'il est copropriétaire qu'il doit nécessairement le faire gratuitement. Il peut, le cas échéant, être rémunéré. Mais attention, à ce moment-là, il faudra veiller évidemment à ce que sur le plan loi sociale, mais également sur le plan fiscal, il soit en ordre. Il ne peut être question de faire cela en noir. Alors il faut savoir que le syndicat des propriétaires a demandé et va essayer, lorsqu'il y aura un prochain gouvernement fédéral, d'obtenir que l'on puisse étendre aux copropriétés les dispositions qui existent en ASBL et qui permettent d'avoir des bénévoles que l'on défraie jusqu'à un montant qui aujourd'hui doit être dans les 1200 €. Et ce, sans qu'il y ait de contraintes en termes de loi sociale ou de fiscalité. Et ça pourrait, disons, faciliter les choses, parce qu'on se retrouve tout à fait dans le même type de situation. Mais maintenant, à partir du moment où vous prenez un syndic copropriétaire, peut-être faut-il évidemment vous assurer que celui-ci va avoir toutes les compétences, toute la formation voulue. Et c'est pourquoi le Syndicat national des propriétaires et des copropriétaires organise au moins une fois par an une formation pour syndics non professionnels d'un certain nombre d'heures, une petite cinquantaine d'heures. Et ça peut être évidemment quelque chose d'utile pour, bien entendu, avoir une approche portant sur l'ensemble des aspects. Ça va de la loi sur la copropriété jusqu'à la problématique des marchés en matière de travaux, en passant par le dossier des assurances. Et nous avons une formation qui va commencer d'ailleurs au début de l'année 2020. Et ceux d'entre vous qui seraient intéressés par cette formation peuvent aller sur notre stand pour demander les documents et les informations voulues. Si maintenant vous recourez plutôt à un professionnel, là, je vous l'ai dit, les différentes pistes qu'il y a, mais généralement, ça sera donc des agents immobiliers IPI, agréés IPI. Et normalement, aujourd'hui, de par toutes les améliorations qui ont été apportées par l'IPI et par les législations successives, normalement, vous vous trouvez en présence de personnes qui ont des qualités, des compétences pour, et qui, en outre, dans le cadre de leur formation continuée, comme c'est le cas pour toutes les professions, les notaires, les avocats, les médecins, eh bien, ils ont des cycles permanents de formation qui font qu'ils peuvent être tenus régulièrement au courant, évidemment, des évolutions diverses et multiples, notamment sur le plan législatif et autres. Maintenant, il faut aussi quand même un peu admettre à un moment donné que ce soit pour un syndic non professionnel ou pour le syndic professionnel, ils ne savent pas être tout à la fois. Ils peuvent avoir une bonne appréhension de ce qu'est un syndic et de la gestion courante, mais à un moment donné, il faut admettre que pour des dossiers quand même plus complexes, notamment sur le plan technique, et lorsqu'il faut faire des travaux importants à une copropriété, que le syndic vous dise qu'il va falloir quand même recourir à l'intervention d'un
d'un architecte ou d'un bureau de ceci ou d'un bureau de cela. Ça n'a rien, évidemment, de négatif ou autre de faire ça, mais il faut quand même admettre à un moment donné que l'on doit pouvoir faire appel à d'autres intervenants pour venir aider, pour venir seconder le syndic, quel qu'il soit. Alors, si nous passons au point suivant, et que vous avez décidé que vous n'alliez pas prendre un copropriétaire, que vous alliez prendre un syndic professionnel, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire, évidemment? C'est vous mettre en quête. Et plus précisément, faire peut-être un appel d'offres, demander et chercher des références. De nouveau, au niveau du Syndicat national des propriétaires et copropriétaires, on a un document type d'appel d'offres qui vous donnera un peu toute une série d'informations, d'éléments qui vous permettent à un moment donné d'essayer d'orienter le choix de votre syndic. Alors, ce qui est aussi important, évidemment, c'est également de vous informer, je dirais, auprès d'autres copropriétés pour voir, tiens, qu'avez-vous comme syndic? Êtes-vous content de celui-ci? Généralement, en principe, à côté de votre immeuble, il doit y avoir d'autres buildings. Et donc, d'aller voir dans les buildings qui ils ont comme syndic, puisque je vous l'ai dit dans le hall d'entrée, il faut cette petite plaque, mais également peut-être de demander à l'un ou l'autre copropriétaire que vous connaissez, ce sont quand même vos voisins, ce qu'ils pensent de leur syndic. Alors, au niveau du Syndicat national des propriétaires et copropriétaires, depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, nous avons souhaité pouvoir mettre à la disposition de nos membres des syndics que nous recommandons. Bien. Ce sont des syndics qui ont été agréés par le conseil d'administration de notre association, qui nous ont été le cas échéant recommandés ou que nous connaissons. Et le SNP, si nous avons fait ça, c'est parce que nombre de nos membres nous demandent à un moment donné, mais tiens, avez-vous aussi des noms de syndics? Bien. Alors qu'à un moment donné, il faut bien qu'on se mouille. Bien. Alors, il y a du pour et du contre. Mais le système, il est clair vis-à-vis, je dirais, des syndics que nous recommandons. C'est qu'ils doivent accepter à un moment donné que des copropriétés qui les ont pris parce que nous les recommandons, se plaignent auprès de nous d'eux. Et à ce moment-là, qu'on nous écrive. Et à ce moment-là, nous pouvons évidemment intervenir auprès du syndic en disant tiens, il y a tel ou tel problème, de quoi s'agit-il, comment peut-on, etc. L'intérêt également de cela, c'est que ça nous permet au niveau du syndicat, souvent, et d'ailleurs par rapport aux plaintes que nous avons reçues depuis la mise en place du système, je dois bien admettre que 8 plaintes sur 10 vis-à-vis du syndic n'étaient pas fondées. Elles trouvaient tout simplement leur origine dans la méconnaissance par le ou les copropriétaires auteurs de la plainte de la loi sur la copropriété. Et donc, c'était ça l'intérêt, évidemment, des syndics recommandés SNPC, c'est que nous pouvons, par rapport à nos membres, à un moment donné, leur redire, mais non, c'est vous qui n'êtes pas dans votre droit, c'est le syndic qui a eu raison de vous dire ceci, ceci, cela. Et donc, à un moment donné, il faut peut-être adapter votre approche et autres, etc. Bien. Et donc, je vous l'ai dit, cherchez également des références. Alors, le point suivant, c'est que une fois que vous aurez à un moment donné fait votre appel d'offres, et votre appel d'offres, sur base du document existant au niveau du SNP, il va reposer aussi, bien entendu, sur les prestations qui peuvent être offertes par le syndic et le coût de ces prestations. Et là, il faut distinguer 2 types de prestations au niveau d'un syndic. Vous avez d'une part les prestations que l'on va dire courantes, la gestion courante de la copropriété, et pour lesquelles le syndic va généralement vous remettre une offre qui est un montant, je veux dire, forfaitaire par lot, je veux dire une fourchette large, entre les 20 et 30 euros. Il peut prévoir également que cette fourchette large comprend ou non ses frais, les frais de secrétariat, les frais d'envoi de recommandé ou pas. Donc ça, il faut voir un peu ce que le forfait mensuel par lot comprend. Ça, c'est une première chose. Mais, donc je dirais quant au montant et quant à la prise en compte ou non des frais du syndic, mais il faut également, bien entendu, dire au candidat syndic, oui, mais qu'est-ce que cela recouvre? Et généralement, cela recouvre, par exemple, de facto, le fait de convoquer au moins une fois par an l'Assemblée générale. Bien. À côté de ces prestations courantes, vous allez avoir alors ce qu'on appelle les prestations complémentaires,
pour lesquelles il faut bien entendu que le syndic également explicite quelles sont-elles celles qu'il estime comme complémentaires, et en regard de chacune de ces prestations, de mentionner le montant qu'il va réclamer à la copropriété ou le cas échéant qu'il va réclamer à des copropriétaires à titre de frais privatifs. L'exemple type que l'on peut donner à ce sujet, c'est par exemple les demandes qui sont formulées par des agents immobiliers ou par des notaires dans le cadre de vente. Vous savez bien que l'acquéreur doit recevoir un certain nombre d'informations. Ça nécessite un travail du syndic, un travail de copie, etc., etc. Eh bien, ce travail est généralement considéré comme prestation complémentaire et va être facturé, en l'occurrence, à qui? À la copropriété, puisque c'est le syndic qui va y répondre, mais la loi prévoit expressément que ce type de frais est à charge du propriétaire vendeur. Donc, dans un second temps, après avoir honoré le dit montant, le syndic va le mettre en frais privatifs à charge du copropriétaire concerné. Bien. Donc, il faut bien analyser l'offre des différents syndics que vous allez recevoir pour bien comparer ce qui est comparable et pas des pommes et des poires ou des poires et des pommes. Ça doit être des pommes ou des poires à tout niveau. Donc, quand prestations courantes et les frais, plus les prestations complémentaires. Alors, une fois évidemment que vous aurez au niveau de l'Assemblée générale fait le choix du syndic sur base des offres qui sont rentrées, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Ça, c'est la loi qui le prévoit expressément, et ça remonte déjà à la loi de 2010, si pas d'ailleurs même la loi de 94, c'est qu'il faut entre la copropriété et le syndic un contrat écrit. Et ce contrat écrit doit bien entendu, mais ce qui était déjà le cas de la plupart des syndics normalement prudents, diligents de longue date, eh bien dans leur contrat, évidemment, on définissait ce qu'étaient les prestations courantes et frais, d'une part, et d'autre part, les prestations complémentaires. La loi, maintenant, est un peu plus précise et exige que tel soit bien le cas. Ce qui veut dire que si le syndic, dans le cadre de son contrat, enfin, s'il n'y a déjà pas de contrat, ce qui serait déjà une erreur, mais si dans le contrat, on ne dit rien à propos de prestations complémentaires et que le syndic se contente d'un forfait, eh bien, il ne pourra rien demander au titre de prestations complémentaires. Que les choses soient claires de ce point de vue-là. Et donc, il faut évidemment, par exemple, une fois que dans le cas de la vie de la copropriété, le syndic en place, etc., il faut que le conseil de copropriété, mais aussi le commissaire aux comptes, chaque année, dans le cadre de la présentation, de l'approbation des comptes, eh bien, vérifier un peu au niveau des montants qui ont été demandés par le syndic, si ça correspond bien à ce qui a été prévu dans le contrat. Et de voir aussi, par exemple, si certaines prestations qu'il a accomplies, qui ont été facturées à la copropriété, le cas échéant, ont bien été répercutées en frais privatifs à un certain nombre de copropriétaires pour lesquels ces frais ont été engagés. Parce que dans certaines copropriétés, on est un peu surpris de voir qu'à un moment donné, le syndic intervient pour tel ou tel copropriétaire. J'ai déjà vu ça, en l'occurrence le président du conseil de copropriété. Et bon, comme on fait un peu commerce, on ne lui répercute pas ces montants-là, on les laisse à la charge de l'ensemble de la copropriété, ce qui évidemment n'est pas correct. Le dernier point, je vous ai parlé déjà des syndics recommandés, syndicat national des propriétaires. Alors ici, je vous ai parlé tout à l'heure de ce document qui est le document d'offre de service pour la fonction de syndic de la copropriété, qui est le document type donc, que le SNP met à disposition de ses membres justement pour les aider dans leur recherche d'un syndic et avoir en tête en fait l'ensemble des informations et précisions qui doivent être demandées. Nous avons également un contrat type de syndic qui précise également tout ce qui doit l'être. Et alors, normalement, il y avait deux autres documents, mais je ne les vois pas, que nous avons et qui peuvent aider utilement les copropriétaires. Ces deux documents. Le premier, c'est un livre sur la loi sur la copropriété, ce que nous appelons la copropriété en poche. Je suis quelquefois surpris lorsque je dois donner des consultations ou que je reçois des membres du SNP
de voir la multitude de questions qu'il commence à me poser pour savoir comment fonctionne une copropriété. L'Assemblée générale, conseil de... Ben, je leur dis, écoutez, moi, si je dois commencer à répondre à toutes vos questions ici, on est parti pour 2 jours. Alors, achetez le petit livre « La copropriété en poche », lisez ce livre qui n'est quand même pas non plus des plus compliqués, et au moins, revenez avec d'autres questions plus précises par rapport à ce que vous n'auriez peut-être pas bien appréhendé ou autre. Donc, c'est au moins pour les gens qui vivent leur copropriété, qui participent à la gestion de celle-ci, quel que soit leur niveau, c'est au moins avoir ce petit bouquin et le cas échéant de pouvoir, en fonction des nécessités, aller voir tout simplement ce qui est dit ou pas dit relativement à un certain nombre de questions ou interrogations que vous vous posez. Par ailleurs, au niveau des syndics non professionnels, là, vous avez également un autre document, et d'ailleurs on me les amène. Voilà. Et en fait, donc voilà, la copropriété en poche que certains d'entre vous connaissez peut-être. Voilà. Ouais, c'est pas un livre comme c'est pas 1000 pages, hein, c'est beaucoup plus raisonnable. Et puis alors, nous avons un autre document pour aider les copropriétaires qui voudraient devenir syndic bénévoles. C'est donc devenir syndic bénévole avec le SNPC, document qui explique de nouveau tout ce qui doit être fait par le syndic. Mais l'intérêt également de ce document, c'est qu'avec le livre, vous recevez une carte d'accès à un site Internet sur lequel le syndic bénévole peut retrouver un ensemble très important de documents types qu'il peut utiliser pour l'aider dans sa gestion. Un modèle de convocation, des documents de présentation des comptes, enfin toute une série d'informations qui peuvent être utiles à un syndic bénévole, et ce, au-delà évidemment de la formation que nous proposons 1 à 2 fois par an à nos membres, voire même à des personnes, je dirais, extérieures. Voilà. Moi, j'arrive au bout de mon intervention, mais c'est bien volontiers que je puis répondre à vos différentes questions et interrogations. Et alors, on me signale qu'à la sortie, on a apporté un certain nombre de précisions, enfin, un exemplaire de notre journal le crie, mais également le programme de la formation que nous allons organiser donc début d'année prochaine pour des syndics bénévoles, donc des copropriétaires qui voudraient gérer leur immeuble. Mais maintenant, la parole est à vous si vous avez des questions. Alors, les copropriétés, je rappelle, c'est un peu comme une ASBL depuis 1994. La première loi vraiment en bonne et due forme sur la copropriété, eh bien, elle prévoit que les copropriétés ont la personnalité juridique. C'est un peu, donc, si vous voulez, comme une ASBL. C'est une entité propre. Mais la particularité de cette entité propre, c'est qu'elle a la personnalité juridique que pour la gestion des parties communes. Donc, elle ne peut pas avoir en tant que telle du patrimoine. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'au niveau de vos immeubles, la conciergerie, par exemple, hein, quand il y en a une, elle n'appartient pas à la copropriété en tant que telle. Elle vous appartient à chacun d'entre vous, à concurrence des quotités que vous avez dans les parties communes. Et donc, lorsque, par exemple, vous achetez un appartement dans un immeuble où il y a une conciergerie, eh bien, vous achetez en quelque sorte une partie de la conciergerie avec votre appartement. Et alors, les copropriétés doivent toutes être inscrites également à la BCE. Madame. Alors, bien entendu, quel que soit le syndic, il engage sa responsabilité. C'est pourquoi la loi prévoit que le syndic doit assurer celle-ci. Mais évidemment, lorsque c'est un syndic bénévole, un copropriétaire, cette assurance doit être prise en charge par la copropriété. Au même titre d'ailleurs qu'il existe des assurances pour couvrir les membres des conseils de copropriété et les commissaires aux comptes, et de nouveau à financer par la copropriété. Maintenant, que les choses soient claires, pour le copropriétaire bénévole qui fait ça, même pour des clopinettes, je veux dire même des petits montants, cette responsabilité, si un jour il y avait un problème, sera évidemment toujours appréciée différemment que celle d'un professionnel dûment rémunéré pour ça. Hein, il y a quand même des échelles de valeur en termes de responsabilité. Monsieur. Alors, pour changer de syndic, le problème, il est simple. Il faut déjà...
ça doit être décidé par l'Assemblée générale. Bien. Alors, tout dépend si le point revient annuellement à l'Assemblée ou pas. Parce que d'une copropriété à l'autre, c'est variable. Il y a des syndics qui se resoumettent à vote chaque année. Dans d'autres copropriétés, le syndic se fait élire pour 2, voire 3 ans maximum. La loi le prévoit maximum 3 ans. Et donc, ça sera, je dirais, tous les 3 ans. Il n'empêche que le mandat que reçoit le syndic est un mandat qui peut être révoqué à tout moment. Donc, si à un moment donné, vous êtes mécontent de votre syndic, rien n'empêche au niveau d'une copropriété et à des copropriétaires de demander au syndic de convoquer une assemblée extraordinaire. C'est-à-dire, je vous rappelle que 20%, enfin des copropriétaires représentant 20% des quotités peuvent demander au syndic de convoquer l'assemblée, avec un point qui va être révocation du syndic, nomination d'un nouveau syndic. Vous allez évidemment tout de suite me dire, oui, mais s'il ne convoque pas l'assemblée. Mais là, le problème, il est simple, c'est que si dans le mois, il n'a pas fait le nécessaire pour convoquer cette assemblée extraordinaire, les copropriétaires représentant les 20% de quotités peuvent convoquer eux-mêmes. Et je vous rappelle, parce que vous allez me dire, oui, mais convoquer qui? Je n'ai pas les noms. Eh bien, le syndic a l'obligation de communiquer à tout copropriétaire les noms et adresses postales, pas les mails, adresses postales de tous les copropriétaires de l'immeuble. Avec aussi les quotités. Et qu'on ne vienne pas dire, parce que je sais que ça revient, oui, la protection sur la vie privée, maintenant avec le RGPD, etc. La loi sur la copropriété passe au-dessus de ça. Hein. Que les choses soient claires. Et si jamais par hasard vous aviez des syndics qui faisaient de l'obstruction, n'hésitez pas à revenir vers moi, parce que je vais vite régler la question. Ce n'est pas acceptable qu'au niveau des copropriétés, tous les copropriétaires ne puissent pas savoir qui sont leurs autres associés. Parce qu'alors, s'ils ne les connaissent pas, ils ne savent pas faire jouer les règles de la copropriété, de la démocratie de la copropriété, notamment pour provoquer une assemblée extraordinaire avec 20% des quotités. Ah ben ça, madame, il suffit évidemment qu'au niveau de l'Assemblée générale, que les copropriétaires disent ce qu'ils veulent recevoir. Mais il n'est pas normal, surtout aujourd'hui, mais je concède bien volontiers que la loi parle en tout cas de l'envoi obligatoire des budgets. Ça, c'est clair. Mais la logique aurait voulu qu'on précise également que les comptes doivent être envoyés en annexe à la convocation. On ne peut pas demander au syndic, il faut être objectif là, et raisonnable, on ne peut pas lui demander d'envoyer en annexe à la convocation, sauf peut-être maintenant si on fait ça par mail, hein, l'ensemble des pièces annexes aux documents venant à l'appui des points de l'ordre du jour. Bien. Mais à tout le moins, les comptes annuels, le détail des comptes annuels, plus le décompte individuel, propre à l'appartement. Oh, non, ça, madame, parce que ça relève aussi un peu de la vie privée, mais les comptes globaux de la copropriété, plus votre fichier individuel, ça, c'est bien entendu légitime. Un syndic bénévole doit-il aussi préparer un contrat écrit avec la copropriété? Oui. Ça, oui, la loi le prévoit. Oui. Et dans ce cadre-là, pour le traitement des données à caractère personnel, est-ce qu'il doit inclure un paragraphe? Parce que vous venez de dire que finalement, ce n'est pas indispensable puisqu'on a... Ou peut-être je ne sais pas, il faudrait peut-être voir ce que le contrat type du SNP précise, et d'autant plus qu'on a mené un peu une réflexion à ce sujet, mais je vous dirai tout de suite que je ne sais pas jusqu'où on a abouti par rapport à ce type de choses. Maintenant, indépendamment du RGPD, parce qu'on fait beaucoup de cas du RGPD oui, hein, et autres, mais quand je vois encore le nombre de mails que je reçois aujourd'hui, de tout et n'importe qui et n'importe quoi, dans le cas d'actions, je veux dire, commerciales diverses et multiples, je me dis qu'il y a quand même quelque chose qui cloche. Hein, et donc, chaque fois, il faut se désinscrire, sinon on n'en sort plus quand on voit le nombre de trucs qu'on reçoit. Bien. Maintenant, je pense que tout ça est une question aussi de bon sens dans la démarche, dans ce qu'on va faire, et de toujours éviter, évidemment, à un moment donné, de prêter le flanc à la critique. Exemple type, j'avais encore quelqu'un qui est venu sur notre stand hier et qui dit, voilà, nous sommes une société qui nous occupons de nettoyage des eaux, de purification des eaux, etc. Au niveau des copropriétés, nous voudrions nous introduire du côté francophone, wallon et bruxellois.
est-ce que vous vendez vos fichiers de membres? Syndicat des propriétaires. Je vais tout de suite dire, monsieur, nous ne pouvons pas. Voyez? Et donc, au niveau de la copropriété, tant que, par exemple, les adresses mail que vous auriez, vous en servez pour communiquer avec les copropriétaires exclusivement. Et justement, dans ce cadre-là, certains copropriétaires ne sont pas d'accord que leur nom apparaisse dans la liste des copropriétaires. Quand on envoie un email, on l'envoie à tout le monde et toutes les listes, tous les noms apparaissent. Ça dérange certains. Mais madame, ça, vous pouvez envoyer ça en CCI. Voilà, je pense en copie cachée, comme on dit, vous voyez. Voilà. En effet, parce que je rappelle que l'obligation qu'a le syndic de communiquer aux autres les noms et coordonnées, c'est uniquement les adresses postales, Voilà, pas les adresses mail. Maintenant, voyons les choses comme elles sont. Dans un certain nombre d'années, ça sera difficile de faire obstacle à ce qu'on envoie également les adresses mail. Prendre un autre exemple bien connu, c'est le problème du numéro national. Bien, le registre national. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu dire ces dernières années? Ah, on ne peut pas communiquer ça, on ne peut pas mettre sur les baux, pas bla. Aujourd'hui, on le retrouve partout, hein? Oui, oui. Et même la Commission pour la protection de la vie privée ne peut plus s'opposer à ce qu'on le mentionne sur les baux, puisque l'administration fiscale l'exige. Et donc, à un moment donné, il y a une certaine hypocrisie qui n'est plus vraiment de mise. Et dans 20-30 ans, les adresses postales, ça sera nada. Ça, tout se fera par mail, hein. Je vous remercie. Alors, dernière question, parce que je commence à dépasser le temps qui m'était imparti. Monsieur. D'entreprise comptable. Alors, c'est monsieur, important. Et quel contrat on peut faire? Alors, monsieur, ça vous aborde un autre problème qui est celui du commissaire aux comptes dans une copropriété. La loi prévoit expressément que ça peut être soit un copropriétaire, soit une personne extérieure. Et cette personne extérieure, ça peut être une connaissance qui fait ça exceptionnellement, pas en faire sa profession, mais ça peut être aussi, si vous voulez, un comptable ou un réviseur d'entreprise. Et là, à ce moment-là, vous concluez un contrat avec lui sur base de ce que vous voulez lui confier comme mission. Les prix qu'on peut demander. Ça, monsieur, vous verrez bien avec le tarif qu'il vous demandera. Monsieur, je dois malheureusement... Non, alors, ça, ce sont les statuts de la copropriété qui doivent le préciser. Voilà. Voilà, écoutez, merci beaucoup pour votre attention et bonne visite du salon.